Denisard Hippolyte Léon Rivail, est né sous la République de l'Empire, le 11 Vendémiaire de l'an 13, à 19h, en l'occurrence le 3 octobre 1804 à Lyon au numéro 76 de la rue Salat, annexe des établissements des eaux minérales artificielles, 6 au numéro 74 de la même rue, endroit où sa mère légitime et naturelle, Jeanne-Louise Duhamel, était en cure thermale au moment de sa naissance. Par contre, bien qu'il fût reconnu Rivail sur les documents officiels enregistrés en mairie, il ne fut pas le fils biologique de Jean-Baptiste Antoine Rivail, dit « sieur de la Lévretière », et non de la leur chère comme diraient les grands écrivains biographes spirites, relatif à un document d'archives historiques que vous pouvez retrouver sur le site Projet Tout Kardec, dont le lien web vous est signalé sur notre premier commentaire épinglé. Jean-Baptiste Antoine Rivail, le père reconnu d'Allan Kardec, était absent au moment de cette naissance, et contrairement avec ce que les spirites nous disent depuis plus de 150 ans sur le sujet, à savoir que pour eux, il avait disparu en 1807, soi-disant tué pendant la campagne napoléonienne dans la péninsule ibérique, eh bien, nous l'avons retrouvé dans le département de la Dordogne, dans le village de Belvès, un chef-lieu de canton, dans lequel il s'était fait oublier, non seulement par la guerre, mais le plus dramatique c'est qu'il avait vécu une autre vie avec une autre personne, une certaine Marie Lavaure, veuve Trémoulet de Lessalles, et qu'il avait vécu dans cette région jusqu'en 1834, date de son décès dans la ville de Périgueux. Sans insister sur ce personnage haut en couleur, qui s'était d'ailleurs enrichi pendant les événements de la Révolution française, vous pouvez retrouver toute son histoire rocambolesque, n'ayons pas peur des mots, sur notre site généalogique historique ou sur le moteur Google, dont les liens web sont rappelés sur notre premier commentaire épinglé. Franchement, cela vaut son pesant d'or. Un homme qui avait visiblement faussé compagnie à l'insu de sa propre famille de lin, qu'il avait recherché désespérément, au minimum jusqu'au mariage d'Allan Kardec avec Amélie Gabrielle Boudet. Maintenant, en ce qui concerne le baptême d'Allan Kardec, voilà ce que l'écrivain biographe spirit Henri Sauce vient nous dire exactement. À noter que les autres écrivains spirites de son époque confirmèrent également, extrait. Il fut baptisé le 26 prairial de l'an 13, soit le 15 juin 1805 à Saint-Denis-en-Bresse, en l'église de Saint-Denis de la Croix-Rousse, qui ne faisait pas partie de Lyon. En précisant que cette information lui avait été transmise à partir d'un original sur papier libre, donné par monsieur Pierre Gaëtan Lesmarie. Un extrait des registres de baptême de cette paroisse, signé curé Barthes, pour copie conforme délivrée le 28 octobre 1813, signé curé Chassin. Vous pouvez vérifier sur la biographie d'Allan Kardec, ce que cet écrivain spirit a écrit textuellement parlant, et pour le coup l'information est très précise. Étant donné que dans nos recherches et investigations, nous n'avons encore rien retrouvé en matière de documents, non seulement sur Saint-Denis-les-Bourgs-en-Bresse, à la date et au lieu cités par les spirites, mais également sur la commune de la Croix-Rousse, qui ne fut rattachée à Lyon que depuis le 24 mars 1852, mais aussi sur les registres paroissiaux de Lyon dans le 4e arrondissement, le quartier de Lyon qui correspond à l'ancienne commune du village de la Croix-Rousse où se situe l'église Saint-Denis, rue Jacques-Louis Hénon, les deux autres endroits que nous avons exploités nous-mêmes. Il faut savoir qu'en matière de généalogie, jusque dans les années 1800 inclus, l'enfant qui naissait, d'une famille riche ou pauvre de base, était généralement baptisé le jour même de sa naissance, ou éventuellement le lendemain, parce que l'on craignait la mort précoce de l'enfant. Pour la petite histoire, vous devez retenir que les parents d'Allan Kardec avaient perdu une petite fille en 1801 et un petit garçon en 1802 avant la naissance du petit Denisard Hippolyte Léon, dans cette République de l'Empire, dont les indications d'actes de baptême n'apparaissaient pas systématiquement sur les actes de naissance, contrairement à l'époque dans laquelle les registres étaient tenus par le clergé. Nous arrivons maintenant sur l'époque un peu floue de l'enfance d'Allan Kardec, et nous constatons que même de nos jours, les spirites sont incapables de nous dire avec précision
à quel endroit le petit Allan Kardec avait vécu son enfance, puisque pour certains scientologues, il fut élevé et fit ses premières études à Lyon, pour d'autres ce fut à Bourg-en-Bresse, et enfin pour d'autres ce fut à Saint-Denis-les-Bourgs. Décidément que d'imprécisions nous venant du monde occulte. Pour nous, il semblerait que la famille Rivail aurait habité pendant une certaine période à Lyon, puisqu'en 1806 une petite sœur de Kardec prénommée Isor, vit le jour au domicile d'un certain monsieur François-Pierre Rodamel, qui décéda relativement jeune, en 1811 précisément à l'âge de 41 ans, et nous trouvons que ce personnage était particulièrement présent à notre goût, dans la vie de Jeanne-Louise Duhamel, l'épouse en titre de Jean-Baptiste Antoine Rivail. Un homme qui était médecin de profession à l'Hôtel-Dieu de Lyon et qui était célibataire, comme par hasard. Nous pensons qu'après 1811, la famille Rivail quitta la capitale des Gaules, et habitera un peu plus tard à Marboz dans l'Ain, avec la grand-mère maternelle et l'oncle François Duhamel, d'après un document d'archives, retrouvé à Yverdon-les-Bains en Suisse. À noter que nous ne savons toujours pas ce qu'il est advenu de la petite sœur de Allan Kardec, par la suite. C'est une recherche qui est toujours en cours, par nos équipes d'investigateurs. Nous arrivons maintenant sur l'épisode de Yverdon-les-Bains. En ce qui concerne les documents que les archives de cette belle ville du canton de Vaud en Suisse nous révèlent, mais également les archives de l'Institut Pestalozzi, deux services différents qui ont eu l'amabilité de nous transmettre ce que nous leur avions demandé, en l'occurrence des informations sur la famille Rivail et Duhamel, nous pouvons maintenant avoir des certitudes du point de vue historique, et donc homologuées sans équivoque. Donc, si nous faisons un parallèle avec ces deux administrations, nous nous apercevons que dans un premier temps, Jeanne-Louise Duhamel, la mère de Kardec, fit une demande d'immatriculation et d'un permis de séjour depuis la France en direction de la Suisse en 1814, portant le numéro d'enregistrement 1066, dans la commune de Yverdon-les-Bains en tant que ressortissante du Royaume de France, sous le numéro 26 d'inscription. Le Conseil du gouvernement de Suisse voulait en effet savoir en priorité et surtout estimer l'état présumé de la fortune de la mère d'Allan Kardec, qui se présentait comme étant rentière de vocation. Nous mettons d'ailleurs en ligne sur le commentaire épinglé, le lien de notre site historique de généalogie, afin que vous puissiez vous rendre sur le portail de Jeanne-Louise Duhamel et consulter ainsi les nombreux documents émanant des archives de Yverdon-les-Bains que nous possédons, et qui vous informe que cette famille Rivail et Duhamel était vraiment nantie, puisque la mère de Denisard Hippolyte Léon était représentée comme telle, devant les autorités de Suisse, en plein conflit européen et une France appauvrie par la guerre, nous vous le rappelons. Excepté pour cette fratrie, que les scientologues spirites encore de nos jours, continuent à nous décrire comme étant une famille qui n'avait pas d'aisance particulière. On se demande bien pourquoi mais c'est ainsi, et c'est aussi désolant, qu'atterrant. À noter que vous pouvez télécharger librement tous les actes que nous mettons à votre disposition, parce qu'il n'y a aucun secret pour nous, généalogistes chroniqueurs de France. En 1816, nous savons d'après ces documents, que Jeanne-Louise Duhamel était véritablement installée dans la ville de Yverdon-les-Bains, pour l'éducation de son fils Denisard Hippolyte Léon. Mais l'historique de l'Institut Pestalozzi nous informe que le petit reconnu Rivail avait déjà intégré l'école du château en décembre 1815. Un second permis de séjour, portant le numéro 39 d'enregistrement en date du 10 juin 1819 fut encore accordé à Madame Jeanne-Louise Duhamel, en cote EG 17 folio 28 que tout internaute peut consulter sur les archives de cette ville, en toute simplicité et sur simple demande. Un autre document adressé au juge de paix du cercle du canton de Vaud nous dit que Madame Jeanne-Louise Duhamel avait quitté ce canton, le 29 juin 1820. Nous pensons que la famille Rivail était donc rentrée en France à ce moment-là. Une observation étant que dans ces 6 documents que nous avons en main, à aucun moment il n'est mentionné la présence d'Isor reconnue Rivail à Yverdon-les-Bains, la petite sœur ou demi-sœur d'Allan Kardec.
Mais surtout, dans la liste des élèves de Pestalozzi, dans les archives du château de Yverdon-les-Bains, Allan Kardec n'apparaît que pendant les années scolaires 1816 et 1817 jusqu'à ses 13 ans, et qu'après, il n'existe plus dans les archives de cet institut, jusqu'en 1827 pour être large dans nos recherches. Bénéficiait-il alors de cours particuliers avec un, ou plusieurs professeurs privés en dehors de l'institut? Une information également émanant de Monsieur le Président du Conseil de fondation du Centre de documentation et de recherche Pestalozzi en personne, qui nous a confirmé qu'il n'y avait pas dans l'enseignement de Pestalozzi, de certificat d'études spécifiques distribués aux élèves, brevet ou bac. Par contre, 2 fois par année, les parents des élèves recevaient un bilan de l'avancement des études de leurs enfants. Donc si Allan Kardec fut un jour bachelier en littérature et en sciences, comme nous le disent les spirites, ce n'est certainement pas en Suisse qu'il le fut. Par contre nous pouvons confirmer que les cours étaient dispensés en français et en allemand. D'autres langues comme l'anglais et le latin étaient également enseignées. D'autres dialectes européens ont pu être pratiqués en fonction des compétences langagières des professeurs et des élèves. Une précision supplémentaire pour les internautes, étant qu'entre 1810 et 1818, cet institut était en pleine crise financière, car elle perdit plus de la moitié de ses élèves, tombant de 250 étudiants au plus fort de sa fréquentation, à 120 garçons et seulement 4 filles au moment où Allan Kardec intégra cette école en décembre 1815 précisément, et surtout très divisée à ce moment-là du point de vue éducation scolaire, par les maîtres qui y enseignaient et qui se trouvaient en conflit quasi permanent avec les méthodes de Pestalozzi. À partir de 1819, les archives historiques de France nous informent que ce centre fut carrément sur le déclin les années qui suivirent, Johann Heinrich Pestalozzi annonçant sa retraite en 1825, alors qu'il ne restait plus que 48 garçons et 13 filles à ce moment-là, en restant très précis en matière de chiffres avec le lecteur de passage, conformément aux indications que Monsieur le conservateur des archives du château de Yverdon-les-Bains nous avait transmis en toute cordialité. Contrairement à ce que peuvent nous dire beaucoup de biographies spirites sur ce sujet, dans une énorme fausseté historique et dissonance cognitive nous venant du monde occulte, Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail ne remplaça jamais Maître Pestalozzi lorsqu'il était absent de son institut, pour les bonnes et simples raisons qu'il y avait d'autres professeurs sur place pour le faire, et notamment le pasteur Niederer entre autres collaborateurs, mais également cette information extraordinaire, qu'un élève de 13 ans se glisse à la place d'un professeur dans des cours complets, serait cité et apparaîtrait dans les archives de l'Institut français de l'éducation ou dans les archives de l'Institut national de recherche pédagogique. Et enfin, pour clore ce sujet sur cet épisode de Yverdon-les-Bains, de vous rappeler tout de même que dans le cours de la vie de Johann Heinrich Pestalozzi, ce personnage fut emprisonné à Genève en 1766 pour complot contre la sûreté de l'État, et fut libéré au printemps 1767 en référence avec ce que l'on trouve dans les archives de l'Institut de l'éducation. En 1782, il fut affilié aux Illuminati de Bavière sous le nom d'Alfred, un mouvement sectaire fondé le 1er mai 1776 par le philosophe et théologien Adam Weishaupt, qui se réclamait de la philosophie des Lumières, une société secrète qui visait à échapper à la dominante des jésuites sur le terrain où ils excellaient, celui de l'influence du monde ésotérique mais aussi occulte, et elle fut interdite par un édit du gouvernement bavarois en 1785. Des informations parfaitement visibles sur l'historique de ce personnage dans les archives nationales. Par contre, Johann Heinrich Pestalozzi reste célèbre encore de nos jours dans le monde de l'éducation, non pas systématiquement par le mode ou la qualité de son enseignement à proprement parler, mais par sa pédagogie qui s'adressait avant tout aux enfants pauvres ou orphelins de 1818 à 1819, mais surtout il créa un institut pour jeunes filles de 1813 à 1836, endroit dans lequel elles bénéficièrent de la même éducation que les garçons, chose extrêmement rare à cette époque, également un institut pour sourds et muets de 1813 à 1869,
son enseignement restant fondé sur l'instruction agricole et l'instruction professionnelle, et d'autre part, sur la formation mutuelle. Sans oublier bien sûr, que pour faire fonctionner tout cet ensemble réuni, il fallait la présence de son institut principal et payant, qui accueillait à son apogée près de 150 enfants, issus de la bourgeoisie européenne dont Allan Kardec en faisait partie, bien évidemment en 1816 et 1817. De plus, toujours par rapport aux fausses informations émanant des grands écrivains biographes spirites décidément, Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail, ne fit absolument pas d'études validées en faculté de médecine, sinon il serait au minimum inscrit au tableau du Conseil national de l'ordre, et son nom serait visible dans les annales des archives médicales, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment. Faut-il rappeler aux spirites, qu'à partir du 10 mars 1803 sous le consulat, tout médecin diplômé en droit d'exercer devait être inscrit à l'ordre et de ce fait, Hippolyte Léon Denisard reconnu Rivail est inconnu au sein de ce Conseil national, des plus sérieux en matière de tenue de registres et de documents. Soit, nous sommes en présence de personnes atteintes de distorsion cognitive, ou alors nous avons affaire à des illuminés en état de béatitude constante, ce n'est pas possible autrement, et nous vous avouons que donner de telles informations aux lecteurs de passage concernant la biographie de Allan Kardec, cela mériterait une intervention des historiens de l'Institut français de l'éducation ou de l'Institut national de recherche pédagogique, mais également du Conseil national de l'ordre des médecins. Donc a priori, fin juin 1820, Jeanne-Louise Duhamel et son fils Allan Kardec, quittèrent la Suisse et revinrent en France, et pour l'instant dans nos recherches, tout ce que nous savons sur cette infime période encore un peu floue, entre juin 1820 et début d'année 1822, c'est une information qui nous vient tout de même d'un spirit, qui nous met éventuellement sur la trace de Allan Kardec et il est le seul à en parler. Il mérite tout de même une attention particulière, puisque les scientologues de ce début de XXIe siècle n'ont toujours rien à nous proposer historiquement parlant, et de ce fait, c'est une piste à étudier de près entre autres investigations. Il s'agit d'André Moreille, et il nous indique dans ses écrits datant du XXe siècle, quelque peu imprécis, il faut le dire, extrait, qu'un certain monsieur Boniface avait fondé une école rue de Tournon dans le 6e arrondissement de Paris, quartier de Saint-Germain-des-Prés, autour des années 1820. Pour cet écrivain spirit, étant donné que Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail lui avait rendu un bel hommage dans un discours quelques années plus tard, il en avait déduit tout bêtement que, soit ce monsieur Boniface l'avait hébergé sur Paris à cette période, ou bien lui avait donné sa première chance en tant qu'instituteur débutant, en attendant que sa famille de l'un le rejoigne sur place. Quant aux spirites de nos jours, c'est-à-dire en ce début de XXIe siècle, ils disent de ce monsieur Boniface, extrait, qu'il devint également tour à tour disciple et maître à Yverdon-les-Bains, dans l'institut de Johann Heinrich Pestalozzi, entre 1814 et 1817, que Allan Kardec fut vraisemblablement un de ses élèves, puisque celui-ci fut étudiant dans cet institut au même moment, en tout cas ils se connaissaient à ce moment-là, cela ne faisait aucun doute. En relisant avec attention cette fameuse éloge de Kardec sur une revue spirit quelconque, à l'intention de monsieur Boniface, une phrase nous avait interpellés. En effet il avait dit de lui, qu'il avait protégé son enfance. Contrairement aux évidences singulières des spirites, nous avons donc effectué des recherches et investigations un peu plus pertinentes en matière d'archives, puisque concernant Yverdon-les-Bains, absolument aucun document dans cet institut en Suisse n'a disparu, donc il devrait être facile de vérifier. Monsieur Boniface portait le prénom de Alexandre ou Alex. Il était né à Paris le 22 décembre 1790, et mourut dans la capitale parisienne le 26 mai 1841, à l'âge de 50 ans. Nous savons qu'il fut l'élève du célèbre grammairien et académicien, François Urbain d'Omergue né en 1745, et mort en 1810, et il fut le frère aîné de Joseph-Xavier Boniface dit Saintine, né en 1798 et mort en 1865, un célèbre romancier et dramaturge de l'époque.
En 1813, il demeurait à Paris au numéro 13 de la rue de la Planche dans le 7e arrondissement, quartier Saint-Thomas d'Aquin. À ce moment-là, il était professeur à l'institution d'un certain Monsieur Dubois, et auteur du Manuel des amateurs de la langue française, en association avec un certain Monsieur Lenormand, Monsieur Péris et compère, et Monsieur Alex Jonanneau. Il fut membre de l'Académie celtique en 1804, qui devint plus tard en 1814, la Société nationale des antiquaires de France, mais également de la Société grammaticale en 1807. Ses maîtres penseurs furent messieurs Lemare, Mogart, Butet, et Sicard. De plus, Monsieur Boniface fonda à Paris en 1822, une institution destinée à l'application des principes du célèbre éducateur suisse, ce qui ne veut pas dire qu'il fut le disciple de Pestalozzi, une école située précisément rue de Touraine-Saint-Germain, anciennement rue de Turenne, dans le 6e arrondissement de Paris, quartier Odéon, une rue qui porte aujourd'hui le nom de rue du Puy-Traîne. Une école transportée plus tard rue de Tournon. Par contre, en ce qui concerne Monsieur Boniface, soi-disant disciple et maître chez Pestalozzi en Suisse, entre 1814 et 1817, nous sommes toujours en attente d'une confirmation émanant du conservateur des archives du château de Yverdon-les-Bains, ce qui demeure à nos yeux l'archive historique considérée de base, et surtout reconnue. On suppose que le jeune Allan Kardec fréquenta ou fut soutenu par le savant André-Marie Ampère, et s'intéressa au magnétisme animal de Franz Anton Mesmer, un médecin allemand né en 1734 et mort en 1815, malgré que ce dernier ait été confondu en son temps, par une commission d'expertise parmi lesquelles figurèrent le chimiste Antoine Lavoisier et Benjamin Franklin, qui se soucièrent plus de l'existence d'un fluide magnétique, que de l'efficacité des méthodes du médecin allemand, et à la suite d'une enquête approfondie, ils démontrèrent qu'un tel fluide n'existait pas. En réalité, Mesmer a sans le savoir popularisé une pratique employée aujourd'hui dans le domaine de la psychologie. Ce n'était pas son prétendu magnétisme qui soulageait ses clients, mais sa capacité à les faire entrer dans un état d'hyperconscience, où les douleurs, souvent de nature psychologique, pouvaient être soulagées. Cette technique constitue la base de l'hypnose moderne, qui, bien qu'encore controversée, est aujourd'hui considérée comme une pratique thérapeutique à part entière. Dans le premier volet, nous avions évoqué la vie d'Allan Kardec, depuis sa naissance, jusque dans les années 1820. Concernant la suite de cette biographie historique, lorsque cette fratrie revint en France en cette année 1820, après avoir passé un séjour en Suisse, à l'abri des troubles dits napoléoniens, nous pensons qu'elle rejoignit le département de l'Ain à Saint-Denis-les-Bourgs, au domicile de Charlotte-Marie Beauchard, la mère de Jeanne-Louise Duhamel, la maman de Kardec, car nous n'avons encore rien retrouvé dans le bottin des adresses sur la ville de Paris et de la ville de Lyon, à cette époque concernant la famille Rivaille, et même dans différentes et autres archives que nous avons consultées. Des recherches qui sont toujours en cours bien évidemment. Quelques années plus tard, soit en 1822, Denisard Hippolyte reconnu Rivaille, s'installa avec son oncle François Duhamel, qui fut son bailleur de fonds, au 117 rue de la Harpe à Paris dans le 5e arrondissement, le quartier de l'actuelle Sorbonne. Nous pouvons penser sans vraiment l'affirmer, par manque de sources évidentes et relatives au désastre des guerres napoléoniennes, qu'effectivement cette rue étant distante de l'Institut de Monsieur Boniface, d'environ 400 mètres ou 6 minutes à pied, un personnage que nous avons évoqué dans le chapitre 1er, le jeune reconnu Rivaille fit peut-être ses premières armes en qualité d'instituteur débutant à cet endroit, ce n'est pas impossible du tout, loin s'en faut. Maintenant, concernant veuve Charlotte-Marie Beauchard, la mère de Jeanne-Louise Duhamel, étant décédée le 3 décembre 1825 à Saint-Denis-les-Bourgs dans l'Ain, il nous apparaît peu probable que la mère d'Allan Kardec laissa sa propre mère seule dans ce département aussi éloigné de la capitale,
à cette période, étant donné son grand âge à ce moment-là. Pour preuve, une archive de la minute du greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement de Bourg, chef-lieu du département de l'Ain, que nous avons en main, qui nous indique que la mère d'Alan Kardec, Jeanne-Louise Duhamel habitait toujours à Saint-Denis près de Bourg jusque minimum 1828, et dont nous vous indiquerons quelques précisions lorsque nous aborderons l'année en question. En 1823 vers le mois de février, Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivaille, édita et publia un cours pratique d'arithmétique que l'on peut retrouver encore de nos jours, à la Bibliothèque nationale de France, et nous validons bien sûr. On se rend bien compte que toutes les premières années de sa vie à Paris fut consacrée à l'enseignement et à la publication de manuels scolaires, dans des domaines aussi variés que l'arithmétique, la grammaire, l'histoire ou l'orthographe. C'est vraiment le côté positif de ce personnage qui nous a intéressés nous autres généalogistes chroniqueurs. En plus, il pouvait effectivement faire imprimer tous les livres qu'il avait produits en matière d'éducation scolaire, copiés sur le modèle de Johann Heinrich Pestalozzi, en sa qualité de simple instituteur, car rappelons-nous toujours qu'il était issu d'une famille très huppée, et il pouvait se le permettre contrairement à d'autres enseignants de base comme lui, qui avaient moins de chance dans le fond, étant entendu qu'il ne faut pas confondre celui qui écrit un ouvrage en qualité d'auteur, avec celui qui le fait simplement imprimer, ce qui n'est pas pareil, surtout au XIXe siècle si misérable, dans lequel celui qui avait de l'argent, avait la maîtrise et les pleins pouvoirs, en quelque sorte. En 1824, Alan Kardec et son oncle François Duhamel, s'installèrent à une nouvelle adresse, au numéro 9 de la rue Richer, dans le 9e arrondissement de Paris, quartier Faubourg-Montmartre. Par contre sur les écrits de Monsieur Henri Sauce, le référent de tous les spirites, forcément puisqu'il fut le contemporain de Kardec, et de ce fait, ses ouvrages biographiques qui sont encore largement en vente de nos jours, sont à boire et à avaler sans modération pour les Illuminati spirites de base, en état de contemplation. Voyons voir, ce qu'il avançait, mais il n'était pas le seul, malheureusement. Extrait. La conscription l'ayant pris pour le service militaire, donc en 1824 année de ses 20 ans, il se fit exempter du service militaire et 2 ans après, en 1826, il vint à Paris pour fonder au 35 rue de Sèvres, un établissement semblable à celui d'Yverdun, très mal orthographié entre nous soit dit. Pour cette entreprise, il s'était associé avec un de ses oncles, frère de sa mère, qui était son bailleur de fonds. Vous pouvez très facilement retrouver sur le web, ou sur les sites de Scientologie Spirit ces informations, en tapant le nom de ses auteurs comme Henri Sauce, André Moreille etc. Maintenant voilà ce que vous disent les généalogistes chroniqueurs de France. Ben voyons, encore des renseignements pris auprès d'esprits farceurs, autour de séances de table tournante ou de tablettes Ouija, voire auprès de médiums ou de voyants. Mais mesdames et messieurs les spirites, cela faisait un certain temps que Alan Kardec était à Paris, figurez-vous. Il ne vint absolument pas en 1826, et surtout pas pour fonder au 35 rue de Sèvres un institut. Tout au moins pas tout de suite, car il n'était pas encore à cette adresse voyons, pas avant 1830, et pas de chance pour ces auteurs écrivains biographes majeurs du spiritisme, car l'information est de nos jours, visible dans les archives de la ville de Paris, et pour le reste ce sont nos propres recherches et investigations, et nous nous en expliquons ci-dessous pour votre information, évidemment pour une petite leçon d'histoire de France, dans les livres ayant toujours pignon sur rue, et non dans les livres de fiction spirit, sortis d'on ne sait où, et dont les Illuminati Spirit absorbent les écrits, sans réfléchir plus en avant, et le pire de tout, en diffusant et colportant les informations en toute naïveté. En octobre 1824, Alan Kardec avait alors 20 ans, la conscription l'ayant pris pour le service militaire, conformément à la loi Suchet en vigueur à cette époque, service national de 8 ans, il devint soldat sous le matricule départemental de la Seine numéro 1241 dans un premier temps,
à la Garde nationale de Paris, au 1er bataillon de la compagnie de grenadiers, 11e Légion, située dans le quartier du 11e arrondissement de Paris. Il fut même élevé au grade de caporal de la dite compagnie, en date du 24 mai 1831, contrairement aux spirites qui nous disent qu'il fut exempté de son service militaire. En effet, depuis quand est-on nommé caporal d'un régiment de corps, dans l'armée française, sans avoir fait au préalable un quelconque service militaire, non seulement quelques années après les grandes guerres napoléoniennes, mais surtout encore en période de conflit, qui se préparait au nord comme au sud? Par l'opération du Saint-Esprit peut-être, en informant tout de même le lecteur de passage ayant les pieds bien sur terre et surtout les idées claires, que la Garde nationale fut dissoute momentanément en date du 29 avril 1827 sur ordre du roi Charles X, nous dit-on sur les archives militaires. Les gardes nationaux s'étaient retirés mais gardèrent les armes. C'est peut-être pour cela que l'on retrouve ensuite, Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivaille au 61e régiment d'infanterie de ligne en garnison à Rouen. Nous retrouvons d'ailleurs un second document, qui est son congé de service, en réserve, en tant que soldat fusilier, pour la dernière année qu'il lui restait à effectuer, jusqu'à sa libération. Les deux documents sont sur notre site historique généalogique, geneanet.org, l'ACA 54. À noter que ce régiment faisait partie des armées du Nord et participa au siège, puis à l'occupation de la citadelle d'Anvers en décembre 1832. On pourrait bien se demander pourquoi les spirites du monde entier veulent à tout prix qu'Allan Kardec n'ait pas effectué son service national. Très certainement à cause de la période entre 1824 et 1832, dont les scientologues lui accordent l'exclusivité à lui seul, de toutes les productions d'ouvrages signés de sa main. L'avenir pourrait bien nous apprendre de nouvelles informations étonnantes à ce sujet, que nous n'avons pas encore mis au jour, et qui existent peut-être encore quelque part, bien rangées au fond d'un tiroir. Qui sait, à cette époque de grande misère générale sur l'ensemble de notre territoire de France, faut-il rappeler aux scientologues spirites en matière d'histoire, de ne pas confondre le petit instituteur de base, avec ses petits moyens, mais néanmoins ses propres idées et pourquoi pas géniales en matière d'innovation, qui aurait pu préparer et réaliser des ouvrages au service des chefs d'institution, mais qui n'avait pas forcément l'argent pour les faire connaître et surtout les imprimer lui-même, avec celui qui avait non seulement la notoriété auprès des grandes instances, en qualité de supérieur hiérarchique, mais également l'argent nécessaire pour payer les éditions aux libraires, donc tous les pleins pouvoirs en quelque sorte, et qui endossait bien souvent la paternité de ces ouvrages tant qu'à faire, surtout dans la première moitié du XIXe siècle, une période dans laquelle on se gardait bien d'homologuer systématiquement sur des livres, le nom de la personne précise qui inventait des manuels de cours pratiques, surtout si cela venait de la part d'un simple collaborateur. Le 6 août 1825 nous retrouvons sur les archives d'un article publicitaire du journal de l'imprimerie, la fondation et la direction d'une école de premier degré, à l'adresse de vie de la famille partielle Rivaille et Duhamel, située toujours au numéro 9 rue Richet à Paris. Le 31 août 1825, Allan Kardec prit une carte d'adhérent dans la Société d'encouragement pour l'industrie nationale sous le couvert d'un certain Monsieur Leblanc, une société savante qui fut créée le 31 octobre 1801 à Paris. Une fondation qui avait rassemblé un aréopage de hauts administrateurs et personnalités politiques, savants et professeurs, banquiers et négociants, industriels et grands manufacturiers. Elle a eu pour présidents successifs 4 hommes de premier plan. Jean-Antoine Chaptal de 1801 à 1832, comte de Chanteloup, chimiste, médecin et ministre de l'Intérieur sous le Consulat, qui donna son nom au terme de la chaptalisation, un procédé permettant d'augmenter par sucrage la teneur en alcool des vins. Le baron Louis-Jacques Thénard de 1832 à 1845, qui était chimiste français. Il fut professeur au Collège de France, à l'École polytechnique et à la Faculté des sciences de Paris, député puis pair de France, vice-président du Conseil royal de l'instruction publique et chancelier de l'université, grand notable sous la monarchie de Juillet. Jean-Baptiste Dumas de 1845 à 1864, qui était grand chimiste pharmacien,
professeur et répétiteur à l'école polytechnique et titulaire de la chaire organique, à la faculté de médecine, ministre de l'Agriculture et du Commerce dans le gouvernement de Louis-Napoléon Bonaparte, puis sénateur lors du sacre de l'empereur. Et enfin, Alexandre Edmond Becquerel de 1864 à 1888, qui était physicien et inventeur. On lui doit l'effet photovoltaïque. Il s'intéressa à la phosphorescence, à l'étude de la spectroscopie, au magnétisme puis à la conductibilité thermique des gaz. Il prit la tête du laboratoire de recherche en physique du Muséum de l'École pratique des hautes études, membre de l'Académie des sciences et de la Royal Society. Il était de bon ton de faire partie de cette élite bourgeoise, afin de se placer confortablement dans la ville de Paris, être en position de force soi-même, et se faire un nom tant qu'à faire, au travers d'une économie qui redémarrait sérieusement. Et il y avait des affaires à négocier pour celui qui avait les moyens de s'engager au milieu de cette explosion industrielle naissante. À noter qu'au moment où Allan Kardec devint membre de cette société, l'histoire nous dit que le président Monsieur le comte de Chanteloup, Jean-Antoine Chaptal était dans une situation très délicate en matière financière. Contrairement aux Illuminati spirites, le lecteur de passage ayant les deux pieds bien sur terre, aura compris que pour Kardec, ce fut simplement une carte de membre adhérent et gratifiant pour cette société, il ne va pas sans dire et vous l'aurez compris, non seulement qui n'a rien à voir avec son métier d'instituteur et d'enseignant, mais surtout en tant que notable, qui apporte des contributions avant tout, pour faire fonctionner cette assemblée qui avait besoin de fonds, mais également nous ne pouvons pas penser qu'il n'avait pas aussi encore des intérêts au sein de cette organisation. C'est une réflexion qui donne matière à de futures recherches, pourquoi pas, au risque d'être encore surpris. À noter que dans certains pays comme le Brésil par exemple, il faut vous dire que pour les spirites brésiliens, avoir été membre adhérent d'une quelconque société tout à fait ordinaire comme le fut Rivail en son temps en France, ces scientologues outre-Atlantique, confondent être simple membre adhérent, avec être diplômé en qualité de scientiste, ce que Rivail n'était en aucun cas, surtout dans une société dite savante dans laquelle il n'y connaissait absolument rien en matière d'industrie nationale, enfin voyons. En effet, au XIXe siècle dans notre pays de France, n'importe qui pouvait obtenir une carte d'adhérent, à la condition d'être nanti financièrement parlant, et rien de plus. Par contre ces cartes de membres honoraires étaient présentées à cette époque sous forme de brevets ou de diplômes, ce qui prête à confusion. En janvier 1828, la famille Rivail et Duhamel cédèrent l'institution de la rue Richet à un certain monsieur Sabatier, qui devint plus tard un des collaborateurs principaux dans les instituts du grand Lévi Alvarez, et qui fut cité dans la biographie de ce dernier, à l'opposé de Allan Kardec qui ne fut jamais son collaborateur enseignant, contrairement avec ce que nous disent les grands écrivains biographes spirites contemporains de ce petit instituteur sans diplôme connu dans le domaine de l'enseignement. Il fut seulement dans la production de livres scolaires, d'où la confusion des spirites en la matière. Cette famille Rivail et Duhamel s'implantèrent à une nouvelle adresse, dont nous avons retrouvé un document à la Bibliothèque nationale de France, qui nous indique que Kardec et une partie de sa famille, en l'occurrence son oncle François Duhamel qui fut son bailleur de fonds, fondèrent une nouvelle école de premier degré, certainement un peu plus grande que la première, située au numéro 65 de la rue Vaugirard à Paris, dans le 6e arrondissement, dans le quartier Odéon, Notre-Dame-des-Champs. Il fut chef d'institution sur le papier comme on dit et sans enseigner, puisque toujours soldat. Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail avait pris en même temps, une carte de membre correspondant et honoraire de la Société d'émulation et d'agriculture de l'Ain fondée en 1783, par un certain Thomas Philibert Ribou né en 1755 et décédé en 1835. Entre parenthèses, une autre congrégation dans laquelle Kardec n'avait aucune quelconque accointance. Nous nous sommes demandé pendant de longs mois de recherche et investigation, pourquoi Allan Kardec qui était installé définitivement à Paris, depuis un certain nombre d'années pouvait bien faire, d'avoir encore cette attache avec le département de l'Ain. Ce qui était seulement plausible pour nous,
était dans la mesure où la famille Rivail et Duhamel, originaire de cette province, avait peut-être encore quelques affaires qui tournaient pour elle dans cette lointaine région française, bien que cette contrée soit distante de la capitale de plus de 400 km. Mais également, un autre parallèle en matière de questionnement, pourquoi à cette même époque, Rivail était allé aussi loin de Paris, en l'occurrence à Arras, une ville distante de 185 km de la capitale, pour se présenter à un concours relatif à l'enseignement la même année, et chose bizarre, qui ne fut couronné pour lui, que 3 ans plus tard, soit en 1831, alors qu'il en existait tant à Paris, un endroit où il vivait désormais. On se demande bien comment il faisait d'ailleurs. Bénéficiait-il donc, d'autant de faveurs et d'égards dans son régiment de grenadiers, mais toujours est-il qu'il s'était effectivement et bel et bien inscrit en même temps en cette année 1828, non seulement dans cette société dite savante, située à Bourg-en-Bresse dans l'Ain, près de la Suisse, mais également dans ce concours de la ville d'Arras tout à fait au nord de la France. 2 villes très éloignées l'une de l'autre, et vraiment cela nous posait vraiment une grande énigme dans nos recherches et investigations. Il avait en effet présenté dans cette ville du Nord, un plan pour l'amélioration de l'éducation publique, soutenu par son ami André-Marie Ampère, un bon partenaire utile, sous l'appellation et l'examen de la question suivante, pour être le plus direct possible. Quelles sont les modifications utiles et faciles à introduire dans l'enseignement actuel des collèges, pour le mettre plus en rapport avec l'état de la civilisation et les besoins de l'époque? Avec un sous-titre, pour qu'un plan d'études soit bon, il doit satisfaire aux besoins de la généralité. S'il ne convient qu'à une seule classe d'individus, il est nécessairement vicieux. Une petite précision historique au passage, étant que cette société d'Arras avait disparu momentanément en 1793, et fut reconstituée en 1817, sous le nom de Société Royale de l'Académie d'Arras, pour être très précis. Il est intéressant en effet de s'arrêter un instant sur ce monsieur Thomas Philibert Riboud à plusieurs titres. Il vous faut savoir que cet homme était un homme de loi, avocat au Parlement de Dijon, procureur du roi au présidial de Bourg-en-Bresse, et président honoraire de la cour royale de la ville de Lyon. Mais aussi subdélégué de l'intendance de Bourgogne-en-Bresse, homme politique puisqu'il fut député de l'Ain, membre de la noblesse et chevalier d'Empire en 1808, sans oublier qu'il fut historien, officier de la Légion d'honneur et évidemment président de la Société d'émulation et d'agriculture de l'Ain. Un homme très important et très influent à cette époque. Vous pouvez vous imaginer un tel personnage de nos jours, et quel rang dans notre société pourrait-il avoir? En plus, vous devez certainement penser que ce n'était pas monsieur tout le monde qui pouvait fréquenter une telle personnalité, une fois de plus. Il fallait être soi-même de lignée noble ou très bourgeoise pour pouvoir espérer approcher et être dans les petits souliers d'un tel personnage. Certains spirites avouent aujourd'hui à voix basse, que cet homme était également franc-maçon, mais nous généalogistes chroniqueurs ce n'était pas cela qui nous importait le plus dans nos recherches, la belle affaire. Nos investigations concernant ce Thomas Philibert Riboud originaire de l'Ain, nous conduisait à cette information extraordinaire qu'il fut également membre correspondant et opérant de l'Académie royale d'Arras, comme par un curieux hasard. Un oisif et un rêveur ne peut pas faire un quelconque rapprochement avec quoi que ce soit, mais il est bien évident, et nous nous adressons principalement aux lecteurs de passage ayant du bon sens, pour se faire individuellement leur propre opinion, en tant que libres penseurs s'ils sont comme nous, et songez un seul instant qu'il aurait pu y avoir de la sympathie ou du favoritisme de la part de ce monsieur Riboud, qui avait à n'en pas douter le bras long, auprès du président du jury de l'Académie d'Arras, monsieur Philis, qu'il connaissait pour sûr, à destination d'un jeune instituteur bourgeois, qui venait de s'investir comme membre honoraire et surtout gratifiant à l'intention de la Société d'émulation et d'agriculture de l'Ain, sous la présidence de ce même monsieur Riboud, et ainsi obtenir les lauriers à ce concours, qu'il présenta bizarrement dans un même temps. Bourg-en-Bresse et Arras, 2 endroits en dehors de la capitale, totalement opposés géographiquement parlant, puisque villes distantes de 650 km l'une de l'autre, mais qui ont un même point commun et une connexion frappante dans la vie de Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail. En plus,
Ce lien que nous faisons est d'une telle logique et simplicité, qu'un enfant tout juste en âge de raison, pourrait aisément comprendre et nous en sommes désolés pour le monde de l'occulte. Les spirites en état de contemplation sont une fois de plus, dans le vent, à côté du sujet, et complètement largués concernant nos informations dont ils n'arrivent encore pas de nos jours et en aucun cas, à faire le moindre rapprochement et raisonnement d'un événement à un autre, mais tellement évident par rapport à ce que nous venons de vous évoquer, avec une certaine pertinence. Mais encore une fois, chacun est libre penseur et surtout peut vérifier toutes les informations que nous venons de vous évoquer. Aujourd'hui, nous comprenons mieux les choses, et c'est tout de même formidable, qu'à chaque fois que nous nous arrêtons un instant sur un personnage ayant côtoyé de près comme de loin cette famille Rivail et Duhamel, eh bien, il y est comme qui dirait, des causes à effet. Par rapport à ces deux sociétés que nous avons voulu vous expliquer dans les moindres détails, vous devez retenir dans tout cela que Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail, avait surtout des intérêts financiers ou autres, à pénétrer dans ces sociétés, moyennant des contributions et vous l'aurez compris. Cela lui permettait d'avoir des entrées de toutes sortes dans le monde de la bourgeoisie, et avoir des facilités dans les différentes démarches qu'il avait à faire pour se frayer un chemin dans cette France du XIXe siècle, en pleine explosion industrielle. Il vous faudra aussi toujours garder en mémoire que ce n'était pas n'importe quel quidam qui pouvait entrer dans ces sociétés, contrairement à ce que pourraient vous dire les spirites, qui insistent lourdement en nous faisant croire que Allan Kardec s'ingéniait avant tout à survivre, plutôt que de chercher différents moyens pour s'enrichir de plus en plus, avoir un patrimoine et une notoriété. Comme ses ancêtres en leur temps. C'est bien connu, lorsque l'on est riche et bourgeois de naissance, on veut toujours être plus riche que celui qui est plus riche que soi. Telle était la loi dans cette aristocratie française du XIXe siècle. À noter que la suite des informations nous laisse supposer que Allan Kardec fut au minimum, très sympathisant et pourquoi pas franc-maçon lui-même déjà à cette époque, surtout lorsque vous connaîtrez la suite de nos informations, qui mériteront mûre interrogation en matière de déduction. D'ailleurs, concernant ces deux sociétés, nous vous apportons une précision supplémentaire qui a son importance historique à la recherche de la vérité, et pour la compréhension de cet épisode précis, dans la vie du personnage Allan Kardec. En effet, en date du 17 mars 1828, nous retrouvons une archive, en l'occurrence un extrait des minutes du greffe du tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Bourg, chef-lieu du département de l'Ain, concernant la succession de la famille Bochart parent maternel de la mère d'Allan Kardec, en l'occurrence Jeanne-Louise Duhamel, sur laquelle nous pouvons lire en toutes lettres qu'elle était encore domiciliée et propriétaire d'un bien à Saint-Denis près de Bourg toujours à cette époque, précisément à la date d'une requête administrative qu'elle avait engagée auprès des magistrats, soit le 10 mars 1828. Sur ce document officiel, on y apprend entre autres que Jeanne-Louise Duhamel était toujours ignorante à ce moment-là, concernant la disparition de son mari Jean-Baptiste Antoine Rivail depuis 1808 environ, nous dit-on sur cette minute, alors que ce dernier était juge militaire dans les armées françaises. Jeanne-Louise Duhamel avait en effet saisi le tribunal compétent sur son lieu de vie, afin d'obtenir l'autorisation émanant des autorités de la magistrature et du royaume, relative à la vente de son petit domaine de Saint-Denis d'une valeur de 12 000 francs de l'époque, formant la succession de sa mère et pour ce prix être employé jusqu'à due concurrence, au paiement des dettes hypothécaires et le surplus à être perçu pour elle, s'il y avait lieu, car elle était encore mariée à ce moment-là au sieur de la Lévretière, et elle avait besoin de bénéficier de l'article 222 du Code civil et de l'article 863 du Code de procédure pénale pour obtenir satisfaction. Une ordonnance et un mandat qui lui furent accordés par décision de justice. Donc, nous pouvons dire qu'après cela, Jeanne-Louise Duhamel rejoignit son fils Denisard Hippolyte Léon et son frère François Duhamel, qui se trouvaient à Paris, après avoir pris soin d'inscrire son fils dans cette société savante d'émulation et d'agriculture de l'Ain fondée par ce Thomas Philibert Riboud tant qu'à faire, et nous comprenons mieux ainsi la manœuvre, présentée sous cet angle nouveau.
Vous pouvez retrouver cette archive historique de requêtes administratives en 10 feuillets, sur notre site généalogique, geneanet.org, la case 54, dans les documents relatifs à la mère de Jeanne-Louise Duhamel. Nous voulons bien sûr parler de Madame Charlotte-Marie Beauchard, dont le lien vous est rappelé sur notre commentaire épinglé. Le 13 décembre 1829 nous retrouvons Allan Kardec, qui prit une nouvelle carte d'adhérent comme membre de la Société grammaticale. C'était une société qui fut fondée le 27 octobre 1807 par Urbain d'Omergue et qui disparut en 1843, donc une durée d'existence assez courte. C'est vrai qu'il s'agit du domaine de l'enseignement, mais décidément, il était aussi en recherche évidente de reconnaissance. Ce qui intéressait ces petites sociétés était avant tout, les contributions en matière de dons de ses membres honoraires, et ils en avaient besoin à l'époque, pour essayer d'exister. Il est vrai que Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail avait en plus, les moyens d'en faire partie avec la fortune familiale, ce qui le rendait très attractif auprès des présidents de diverses sociétés, dans ce 19e siècle. Nul doute qu'il y avait quelque chose à gagner pour lui, dans tout cela. En 1830 sans que l'on sache à quelle date précise, Kardec fit imprimer et diffusa sous sa signature une traduction en allemand de Télémaque, Les aventures du fils d'Ulysse à la recherche de son père, du théologien et homme d'église français François-Armand de Senlignac de la Motte Fénelon dit Fénelon, né en 1651 et décédé en 1715. Un livre considéré comme une critique de la politique de Louis XIV. Ce qui ne veut absolument pas dire que c'est Allan Kardec qui traduisit lui-même ce texte en langue allemande, car il était encore et toujours au service de l'armée française à ce moment-là. Par contre, pour lui, ne commençait-il pas à s'intéresser indirectement déjà à cette époque-là, au travers de la transcription de cet ouvrage, qui n'a rien à voir avec les mathématiques, la grammaire etc., au monde du théâtre et des spectacles en tout genre par hasard? On peut se le demander. Une petite parenthèse historique pour vous dire que le dernier livre de l'Émile de Rousseau, dans lequel l'éducation d'Émile tira à sa fin alors qu'il rencontra, courtisa et épousa Sophie, reposa sur des allusions répétées aux aventures de Télémaque, sans oublier qu'au XIXe siècle, l'allemand devint la langue du commerce par excellence. Avec le règne de l'Empire austro-hongrois en Europe centrale, l'allemand étendit son affluence dans de nombreuses villes, Prague, Budapest, Bratislava, Zagreb et Ljubljana. Par contre, nous ne comprenons pas bien pourquoi cette traduction de Télémaque dans cette langue en 1830 dans notre pays de France, si ce n'était en prévision de l'école de commerce et d'industrie que la famille Rivail et Duhamel projetait de créer l'année suivante. Dans les Archives nationales de France nous retrouvons un vieil article de journal datant du 26 août 1830, précisément sur la Gazette des écoles, dans la catégorie Journal de l'instruction, en page 284. Dans la rubrique des divers et des variés, nous pouvons lire, extrait. Le jour de l'audience que le roi a accordée à la députation des chefs d'institution et maîtres de pension, 1-2, Monsieur Rivail, a présenté à SM des considérations sur l'instruction publique. On soupçonne qu'une des poches de l'habit de Monsieur Rivail était grosse d'un projet de loi sur l'université, qu'il aurait présenté également, s'il avait eu l'assentiment des autres chefs d'institution. Monsieur Morin a été rendre individuellement des hommages au roi, dont il a l'honneur d'être connu. Grâce à cet écrit de quelques lignes dans la catégorie divers, une association spirite de nos jours, que vous pouvez consulter sur le web, et qui se prétendent être des chercheurs et investigateurs avertis, dans le domaine de l'histoire, en déduisent que M. Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail avait non seulement rencontré en personne le roi Louis-Philippe en 1830, mais d'après les scientologues en état de béatification, ils nous disent dans ces reportages occultes, que cela donne la mesure à laquelle Rivail était reconnu dans le domaine de l'éducation à l'époque. Bien sûr, notre point de vue est différent ne serait-ce que par la simple analyse de ce petit résumé pourtant très explicite. On voit très bien que Allan Kardec était bien sûr dans cette assemblée, mais on devine qu'il était placé au beau milieu de ses nombreux collègues et on distingue clairement sur cet article, qu'il se plia aux remarques de ses camarades,
puisqu'il n'avait pas l'assentiment de ses autres confrères chefs d'institut pour présenter un projet de loi sur l'université. Très certainement que son idée ne tenait pas la route aux yeux de ses acolytes. Allons voyons. Et ce n'est pas Rivail le petit instituteur, noyé dans cette séance, qui rencontra le roi Louis-Philippe en personne, c'est M. S. Morin qui avait été rendre tout seul des hommages au monarque, dont il avait l'honneur d'être connu. Rivail n'étant qu'un simple numéro au cœur de toute cette délégation de chefs d'institution, mais aussi de maîtres de pension, et ce texte émanant de ce journal ne veut absolument rien dire en matière d'une quelconque reconnaissance dans le domaine de l'éducation à l'intention de Kardec. Enfin voyons, c'est aussi clair que cela. Que de dissonances cognitives nous venant des spirites toujours en état d'apesanteur et d'extase face à ce petit instituteur sans diplôme connu, dans le domaine de l'enseignement. Simplement de l'argent pour se baptiser lui-même chef d'institut ou directeur de lycée polymatique. C'est également en toute fin de cette année 1830 que la famille Rivail et Duhamel signa un contrat de location avec les Jésuites de France, une congrégation catholique masculine dite Compagnie de Jésus, pour une durée de 14 ans, jusqu'en 1844, dans l'objectif de créer une école sous le modèle de l'Émile ou de l'Éducation, relatif à un traité d'instruction de Jean-Jacques Rousseau publié en 1762. Ce bâtiment se situait à hauteur du numéro 33 à 35 rue de Sèvres dans le 6e arrondissement de Paris, quartier Notre-Dame-des-Champs, Saint-Germain-des-Prés. C'était une maison assez bourgeoise qui servait de maison professe aux pères jésuites depuis son acquisition définitive par ces derniers, en date du 1er octobre 1821 exactement. Un bien qui leur appartenait et qui fut authentifié par devant maître Chapelain, notaire de son état, 13 rue de la Tissonderie à Paris, d'après une vente conclue par messieurs Nicolas Jourdain, Genesot et Roncin le 6 septembre 1821 pour entrer en possession le 1er octobre 1821, archivé sous le numéro 2322. Cette fois-ci, toute la famille demeura sur place. Au moment de cette fondation, Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail était toujours en position sous les drapeaux, mais il fut nommé chef d'institution par la législation de l'époque. Nous pensons à ce moment-là que c'était en prévision de sa future libération de ses obligations envers la nation, et c'était son oncle François Duhamel qui fut son bailleur de fonds comme toujours, en pareille circonstance. Le 28 février 1831, entrée d'Allan Kardec comme cotisant dans la Société française de statistique universelle, créée le 23 novembre 1829 par M. César Moreau, né en 1791 et décédé en 1860, consul de France à Londres à partir de 1816, économiste et statisticien. Mais également franc-maçon, auteur de bon nombre de précis sur cette organisation secrète. Encore un personnage qui nous indique clairement que Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail, était dirions-nous très sympathisant de la franc-maçonnerie, sans vouloir fâcher les spirites qui continuent à nier que ce personnage fut un jour dans cette organisation ésotérique et rejeter l'évidence, un mot qui leur plaît beaucoup. Sans vous parler des écrivains biographes spirites de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, qui étaient à des années-lumière de la réalité concernant les informations précises et relatives à cet établissement rue de Sèvres, dans leurs révélations aussi farfelues les unes que les autres, voilà ce que les scientologues de nos jours nous disent à son sujet. Extrait. Encore plus tard en 1831, il y a eu un nouveau déménagement au 35 rue de Sèvres, où c'était un local beaucoup plus ample que les deux précédents. Il y avait un véritable collège qui fonctionnait, avec plusieurs classes. Il s'appelait l'Institut Rivail, il s'est appelé à un autre moment l'Institut Polymatique, et donc il fonctionnait à cette adresse. Vous voyez,
Son activité pédagogique s'est considérablement développée entre 1824 et 1841. Et alors en 1840, les biographies en parlent un peu, et la date existante dans les biographies, elle est fausse car c'est en 1840 que l'Institut Rivail a été transféré à un autre propriétaire, Monsieur Pilotet. Et là, on ne sait pas encore pourquoi, mais les biographies disent et c'est probablement vrai, que son oncle le fameux François Duhamel, qui était un peu vicié au jeu, avait perdu beaucoup d'argent et avait ruiné un peu la famille, ce qui avait obligé Rivail malheureusement à céder son institut à ce Monsieur Pilotet. Les références que l'on a par rapport à ce Monsieur Pilotet, c'est qu'il y a eu énormément de dégradation aussi bien au niveau de la maintenance du local que de l'enseignement. Il y a même eu un procès et on est encore en train de chercher parce qu'il y avait des termes et des échéances qu'il n'avait pas payés. Alors, vous voyez pour Rivail au début ça s'est bien passé, il a pu développer. Mais après, sa vie est devenue plus compliquée et il fallait qu'il travaille et qu'il lutte pour le gagne-pain. Bon, au fur et à mesure que nous avancerons dans la chronologie des dates, nous reparlerons plus bas dans cette biographie de ce qu'il s'est réellement passé concernant cette coterie rue de Sèvres, et vous pourrez comparer avec ce que nous vous énumérerons comme argument en termes d'histoire, par comparaison avec ce que nous disent encore de nos jours les scientologues spirites. En attendant, rappelons que le 22 juillet 1831, entrée d'Allan Kardec comme adhérent, dans la Société d'éducation nationale qui était réservée aux chefs d'institution et maîtres de pension de France. À cette date, il était positionné en congé d'1 an de son service militaire du 1er avril 1831 jusqu'au 31 mars 1832. Cette Société d'éducation nationale était une sorte de corporation laïque, bénéficiant d'une large autonomie par rapport aux autres services de l'État, une confrérie qui était devenue depuis 1828 un ministère à part entière, ayant pour origine la loi du 10 mai 1806, et organisée par le décret du 17 mars 1808, et dont le grand maître faisait partie du gouvernement français. Contrairement à ce que pourraient vous dire les scientologues spirites en la matière, il est bien entendu que pour ces deux sociétés savantes dont Allan Kardec s'est rallié un jour, il faut retenir qu'il n'était que membre adhérent de ces deux corporations, et n'avait aucun quelconque diplôme dans ces deux domaines comme le croient encore de nos jours les Illuminati spirites, toujours en état de sublimation concernant le personnage de Kardec. Tout simplement, les cartes d'adhérents au XIXe siècle, étaient présentées sous forme de diplôme, le lecteur de passage ayant les pieds bien sur terre l'aura compris comme nous le comprenons ainsi nous-mêmes. En août 1831 ce sont d'après les spirites, les premières lettres de Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail à sa fiancée Amélie Gabrielle Boudet, qui n'a que peu d'importance dans le sens de nos recherches et investigations sur le personnage d'Allan Kardec en particulier, mais qui pour eux ont un certain intérêt, notamment du point de vue moral et d'équilibre mental. Nous reconnaissons cependant cela comme ayant été d'une certaine importance dans la vie de cet homme, mais force est de constater qu'il manque encore le principal en matière d'information nous venant des spirites, notamment sur la personnalité précise d'Amélie Gabrielle Boudet. Vous pouvez retrouver ces lettres sur le portail Progetto Kardec dont nous mettons le lien web, dans le commentaire épinglé, étant donné qu'une association spirite franco-brésilienne accepte enfin, en ce début de XXIe siècle, de les mettre en ligne sur le web à la lecture de tous les internautes intéressés. Nous vous conseillons d'ailleurs de prendre le temps de lire toutes ces correspondances, car les spirites qui détiennent le portail de ce site, ne nous disent pas tout ce qu'il y a d'écrit dans ces documents, qui méritent une attention vraiment particulière. D'ailleurs, à chaque fois qu'un événement précis vous sera évoqué dans cette biographie, nous vous indiquerons sur quelle lettre vous devrez regarder, afin de vérifier par vous-même, ce que l'on met en lumière. Dans ce monde de l'enseignement, il engagea bien évidemment mademoiselle Amélie Gabrielle Boudet sa future épouse, qui était issue de familles très bourgeoises, mais certainement pas comme institutrice comme le disent les écrivains biographes spirites sur leur biographie d'Allan Kardec, en assurant à leurs lecteurs en état de contemplation, qu'elle fut institutrice avec diplôme de première classe en poche.
En effet, pour votre information, sachez que la première école normale pour institutrices est apparue dans notre pays seulement en 1838, selon la loi Pellet datant de 1836. Comment mademoiselle Boudet aurait pu être titulaire d'un diplôme d'institutrice de première classe en 1831 à l'époque dans laquelle elle fréquenta pour la première fois Allan Kardec? En rappelant historiquement parlant qu'en 1848, il n'y avait que 8 écoles normales d'institutrices en France, ainsi qu'une trentaine de cours normaux qui assuraient une petite formation pour les futures institutrices, une formation avant tout morale et religieuse. Et dans la loi dite Paul Bert, promulguée le 9 août 1879 par le président de la République Jules Grévy, il est dit qu'il fut obligation par les départements, à disposer d'une école normale primaire de garçons pour les élèves instituteurs, mais également d'une école normale primaire de filles pour les élèves institutrices. Amélie Gabrielle Boudet aida vraisemblablement son mari à l'Institut de Sèvres, mais pas dans l'enseignement. Peut-être qu'elle gérait l'intendance de façon générale, mais certainement pas dans des cours scolaires, comme nous le verrons d'ailleurs plus bas dans l'historique de l'Institut de Sèvres. Enfin voyons, soyons un peu sérieux. Encore une petite parenthèse, et voilà ce que les généalogistes chroniqueurs de France vous disent sur la biographie de mademoiselle Boudet, les spirites ayant été incapables de vous donner des informations fiables sur l'épouse de Kardec, justement à cause de sa situation bourgeoise dans cette société du XIXe siècle. Elle était née le 2 Frimaire de l'an 4 de la République de l'Empire, soit le 23 novembre 1795 à Thiers en région parisienne, dans l'actuel département du Val-de-Marne, et décédée le 21 janvier 1883 à Paris. Elle fut la fille de Julien-Louis Boudet, notaire royal de son état, et de Julie-Louise Saigne de la Combe, de noble famille également, dont le père Élie-François Saigne de la Combe fut conseiller des rois Louis XV et ensuite Louis XVI, et sa mère Anne-Louise Villain de Quincy fut la fille de messire François Villain de Quincy qui était ni plus ni moins que le conservateur des saisies et oppositions du Trésor royal de France. Simplement afin de vous rendre compte, le rang princier dans lequel la future compagne d'Allan Kardec appartenait, et que les spirites ne vous avaient pas encore livré ces renseignements, trouvant une fois de plus que ceci n'était qu'un petit détail sans importance dans la vie de ce couple Rivail-Boudet, toujours dans un esprit de dire que cette famille n'avait pas d'aisance particulière. Sachez que même les conférenciers spirites d'aujourd'hui, sentaient encore dans ce sens. Le seul souci, c'est qu'ils n'arrivent à convaincre que les Illuminati spirites en état d'extase et de vénération chronique, mais pas le lecteur de passage ayant les idées claires, en recherche d'histoire de France et toujours en quête de la vérité absolue, ce qui fait défaut à ce mouvement depuis plus de 150 ans, il faut le repréciser ici. Et encore, en étant désolé pour les scientologues qui se donnent bien du mal pour contourner à leur manière et comme ils le peuvent, ce fameux 8e commandement de Dieu qu'ils ont décidément du mal à observer, car sachez qu'ils connaissent aussi bien que nous, les informations que nous vous livrons concernant la famille Boudet-Saigne de la Combe, en occultant délibérément cette importance concernant le curriculum vitae de mademoiselle Amélie Gabrielle Boudet dans le domaine de la bourgeoisie, comme s'ils attendaient que quelqu'un d'autre qu'eux les ramène à la réalité et à la raison. Vous pouvez retrouver ces informations généalogiques en consultant le lien web que nous mettons à votre intention sur le commentaire épinglé. Le 23 décembre de cette même année 1831, Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail, fut lauréat du concours de la Société royale de l'Académie d'Arras qu'il avait présenté bizarrement dans cette ville 3 ans auparavant, soit en 1828, comme nous vous l'avons expliqué dans le second chapitre. Il était toujours sous les drapeaux, mais en congé de service depuis le 1er avril 1831. En 1832 il épousa mademoiselle Boudet, alors qu'il était toujours soldat, en témoigne son extrait de contrat de mariage en date du 9 février 1832, qui est d'ailleurs présent dans les documents de la généalogie de ce personnage sur notre site geneanet.org la case 54, dont le lien web se trouve sur notre commentaire épinglé, et ensemble ils travaillèrent dans cette école, après le 31 mars 1832, date de sa libération de ses obligations militaires.
Allan Kardec en fut donc, le directeur de cet institut jusqu'à son transfert en 1841. Maintenant, concernant cet établissement rue de Sèvres à Paris, nous allons vous parler de l'énorme découverte soi-disant, que les scientologues spirites ont faite avec emballement nous disent-ils, en ayant mis au jour en 2021, les courriers de 2 écoliers cévenols, qu'ils ont retrouvés comme par enchantement dans leur tiroir secret. 2 enfants qui nous en apprennent un peu plus sur ce fameux institut, le seul ennui étant que leurs correspondances qui sont citées dans cette archive, ne sont que sur les 2 premières années de l'ouverture de cette école, et en définitive cela nous arrange, car nous nous sommes aperçus au cours de nos différentes recherches sur ce collège, que ce sont en fait les 2 meilleures années à tout point de vue, par rapport aux années suivantes comme vous pourrez le constater plus bas dans cette biographie. En fait, le document que ces psychagogues nous décrivent, ce sont des mémoires de l'Académie de Nîmes, parus en séance du 23 mars 2018 par le correspondant Romain Daudet, qui de la page 125 à la page 151 de cet ouvrage, nous déploie des extraits de lettres émanant de Louis et Ernest Tessier Ducrot lorsqu'ils étaient à la pension Rivail. Voilà ce que les spirites nous disent exactement, concernant ces 26 pages de mémoire. Extrait. Une énorme découverte qui a été faite en 2021, c'est un mémoire qui a été fait par un étudiant d'histoire, et publié sous forme de livre de l'Académie de Nîmes, dont la série est 9e série tome 92 année 2018, qui est l'analyse d'un inventaire qui a été fait d'une famille de la région des Cévennes, qui contient plusieurs lettres échangées par les 2 enfants de cette fratrie avec leur famille, et les 2 frères étudiés dans l'Institut Rivail dans ces périodes, 1830, 1835, et cela a permis d'enregistrer sur le cadastre de l'époque à quoi ressemblait ce local, qui avait été loué pendant un bail de 14 ans avec des jésuites. Dans une des lettres de ces enfants cévenols, on trouve l'emploi du temps de l'Institut Rivail, qui allait du lundi jusqu'au dimanche. On voit la diversité des matières qui y étaient enseignées, on sait que Rivail donnait des cours de physique, de géographie, de mathématiques, de cosmographie et de lecture dirigée. Et du coup, lorsque l'on retrouve quelque chose, ça ouvre la porte à d'autres recherches et donc la recherche sur l'identité des professeurs qui ont enseigné selon cet emploi du temps, et donc en retrouvant le professeur Payen, Loubens, Biot, Pouillet, et Désiré Lourmand. Donc vous voyez de quelles institutions, ils viennent de ces sociétés des méthodes et enseignements et l'astronomie de Monsieur Biot, il était lui de la Sorbonne etc. Ça montre la qualité de l'enseignement qui était dispensé dans cet institut Rivail. Vous remarquerez que c'est un récit plutôt élogieux à l'encontre du mage Allan Kardec, et c'est vrai que dans cette période Monsieur Rivail et sa famille avaient mis le paquet comme on dit, en matière de publicité de toutes sortes, que ce soit dans des journaux ou sur des affiches d'époque, mais si on se penche avec attention sur les lettres de ces 2 enfants cévenols, on s'aperçoit que cet institut n'était pas ce que les spirites nous en disent depuis plus de 150 ans, et force est de constater que Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail, avait certainement exagéré dans des investissements pour une si petite institution en matière de fréquentation, par rapport à la superficie globale du bâtiment. Mais que nous disent au juste ces 2 enfants prénommés Louis et Ernest Tessier Ducrot, si l'on veut bien lire entre les lignes? Eh bien, qu'ils sont arrivés dans cet institut le dimanche 23 octobre 1831 étant âgés respectivement de 11 ans et de 17 ans. Ils étaient logés dans un dortoir commun, mais on apprend que s'ils voulaient une chambre seule il fallait donner un supplément de chambre particulière, puis venaient s'ajouter tous les frais annexes comme les ouvrages et les cartes, les leçons particulières, l'habillement, les sorties etc. L'effectif approximatif de cette école industrielle et de commerce était d'une 40aine d'élèves dont 20 internes et 20 demi-pensionnaires, ce qui plaçait cet établissement dans le domaine de l'insignifiant, et qui explique probablement de ce fait, pourquoi cette école n'est pas répertoriée dans les annales des archives des établissements scolaires connus, de notre capitale de France dans le XIXe siècle. Donc, dans cette micro-institution, il y avait tout de même quelques domestiques parmi lesquels la femme qui était chargée du linge, l'homme qui raccommodait les souliers, et le portier.
Les maîtres chargés des cours étaient des enseignants qui constituaient un ensemble disparate et difficile à cerner dont leurs origines sociales, leur formation, leurs expériences, posaient questionnement de la part des parents en général. Ces maîtres n'étaient destinés qu'aux externes et les internes avaient bizarrement d'autres éducateurs. Il n'y avait pas d'enseignants par matière mais une pluridisciplinarité qui régnait. La compétence des initiateurs amenait souvent à des explications assez fermes avec les parents d'élèves qui exigeaient auprès de Rivail d'avoir de meilleurs enseignants, ce qui avait comme conséquence un changement assez fréquent dans l'instruction, et de ce fait, cela gênait d'ailleurs fortement les écoliers, il faut bien le comprendre. Les cours dispensés étaient de 3 sortes, des cours communs ou des leçons particulières pris à la pension, et des cours publics donnés à l'extérieur. Contrairement à ce que disent les spirites concernant les grands professeurs qui étaient soi-disant employés par Allan Kardec au sein de son établissement scolaire, tels Anselme Payen, Jean-Baptiste Biot, Claude Pouillet, Antoine-Désiré Lourmand, Monsieur Loubins etc. Bien sûr que Rivail donnait certains petits cours dans son école, et nous sommes affirmatifs sur cela, puisqu'un tableau d'études nous est présenté sur ce document. Il faut vous dire que Kardec ne donnait pas beaucoup de cours par semaine, c'est le moins que l'on puisse dire. En effet, il commençait sa semaine de classe seulement à partir du jeudi, par 1 heure de cours de physique entre 8 h et 9 h, suivi d'1 heure d'un mélange savant de géographie, de cosmographie, et de mathématiques, entre 9 h et 10 h, et enfin, 1 heure de cours le samedi à 13 h, dans le domaine de la lecture soutenue, soit 3 heures de cours par semaine. Certainement que Allan Kardec était plutôt administrateur et intendant de cette modeste institution et non le grand pédagogue et le grand enseignant si souvent décrit dans les biographies spirites de ce personnage, qui parlait d'ailleurs et soi-disant plusieurs langues couramment. Par contre, là où nous ne sommes absolument pas d'accord avec les spirites, et c'est vrai qu'ils sont dans l'erreur cognitive à chaque fois qu'ils traitent un dossier quel qu'il soit, étant qu'ils laissent croire aux lecteurs de passage, que ces grands professeurs que nous vous avons énumérés précédemment, et qui étaient en provenance des sociétés et enseignements pédagogiques, de la Sorbonne, Palais des Arts et Métiers etc., se déplaçaient en quelque sorte personnellement, et venaient donner des cours dans l'Institut de Sèvres, alors que Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail envoyait purement et simplement ses élèves dans les écoles où ces grands professeurs enseignaient. Dans ce document, c'est pourtant écrit ainsi en toutes lettres et très clairement, dans des cours publics, à un endroit dans lequel les élèves de différentes écoles se joignaient entre eux pour assister aux cours, ce qui n'est pas pareil. C'est pour cela que dans les biographies de ces grands enseignants, nous ne trouvons rien sur eux concernant leur présence dans l'Institut Rivail ou à son service, puisqu'ils n'y ont jamais mis les pieds. L'Institut Rivail, un établissement totalement inconnu dans les annales des archives de l'éducation française ou à l'Institut national de recherche pédagogique. Enfin voyons. Vous pouvez vérifier sur la biographie de chacun de ces enseignants, en tapant leur nom sur le moteur de recherche Google par exemple, afin de vérifier vous-même. Vous vous rendez compte la fortune qu'il aurait fallu à Rivail pour employer tous ces gens-là? Surtout qu'au plus fort de son institut, nous vous rappelons qu'il n'y avait qu'une vingtaine de pensionnaires et autant d'externes en demi-pension, soit une quarantaine d'élèves. Et que dire après la fin de l'épidémie de choléra en 1833 dont le premier cas fut enregistré le 26 mars 1832, la mère de Rivail ayant été elle-même une victime parmi tant d'autres en juillet de cette même année. La pension Rivail fondit d'ailleurs en effectif, ne restant plus qu'à 12 internes au lieu de 20 au départ. Nous vous rappellerons d'ailleurs ces faits un peu plus bas dans ce curriculum vitae. En matière de congés, les externes n'avaient que 15 jours de vacances par an, alors que les internes avaient 1 mois et demi. Le régime alimentaire n'était pas exempt de reproches et certains élèves devaient cantiner afin d'améliorer l'ordinaire, car les enfants devaient faire maigre 2 fois par semaine à propos justement de pain sec. Il y avait également des sanctions d'ordre pécuniaire infligées aux étudiants, comme par exemple s'asseoir sur les tables, monter sur les fenêtres, casser quelque chose etc. De plus,
La pension Rivail restait totalement étrangère à la presse d'opinion et aux lectures politiques, et elle ne recevait aucun autre type de journaux ou de périodiques. Quant aux lettres que les enfants écrivaient à leurs parents, il faut savoir que Rivail les décachetait pour vérifier ce que les élèves écrivaient à leurs parents, et il faisait bien plus, car il ne recevait que celles qui étaient affranchies, et cela avait eu pour conséquence de convaincre certains élèves à se faire envoyer leurs courriers dans d'autres endroits, et de les récupérer ensuite. Louis Tessier Ducrot termina ses activités avec soulagement chez Rivail en 1833, soit au bout de 2 ans, en écrivant à son oncle Jean que lui et ses camarades étaient tellement ennuyés par les procédés minutieux qu'employait Monsieur Rivail pour gagner de l'argent, qu'il était grand temps de son point de vue, d'en finir avec ses études à Paris. Quant à son frère Ernest, il limita son enseignement à la pension Rivail jusqu'en 1836, soit jusqu'à ses 16 ans seulement. Vous voyez bien que tout n'était pas un long fleuve tranquille au cœur de cet établissement scolaire loin s'en faut, et les spirites ne pourront pas faire autrement que de valider ce que nous vous avons narré ci-dessus avec en prime le lien web sur le commentaire épinglé, qui vous permettra de constater les indications que nous venons de vous donner, sans équivoque possible. Dans ces conditions, on se prête à imaginer ce qu'ont pu être les 2 précédentes écoles que cette famille Rivail Duhamel avait créées en 1825 au numéro 9 rue Richer et en 1828 au numéro 65 rue Vaugirard. Nous vous apportons tout de même une petite note d'histoire, en vous disant que la rue de Sèvres s'appelait au XIIIe siècle, chemin de la Maladerie ou de la Maladrerie, plus tard rue des Charbonniers, rue du Boulouet, rue des Petites Maisons, puis rue de l'Hôpital des Petites Maisons, et que d'après de vieux documents récupérés aux archives des Jésuites de France, ce bâtiment du 33-35 rue de Sèvres à Paris, abritait jusqu'au début du XXe siècle un bazar qui avait comme enseigne au square du Bon Marché, mais également une succursale d'un magasin de fleurs artificielles qui s'appelait aux Lys de Pâques de Monsieur Léon Lomé, dont la maison mère se situait au numéro 45 de la rue de Sèvres, et enfin l'enseigne Bernot. Cet ensemble fut détruit après 1910 et correspondrait de nos jours à une petite chaîne de magasins de chaussures et d'habillement. En mars 1832, une épidémie de choléra s'était donc déclarée à Paris, diminuant de ce fait le nombre d'élèves dans cet établissement. Pas de chance pour Allan Kardec qui venait tout juste d'être libéré de ses obligations militaires. On attend avec impatience les documents des spirites qu'ils avaient promis à leurs lecteurs de mettre en ligne et parlant de ces faits, s'ils le veulent bien, parce que nous supposons qu'il y a certainement à l'intérieur, des informations super importantes ou peut-être bien gênantes, ceci expliquant cela, si l'on peut dire. En tout état de cause, il vous faut savoir qu'historiquement parlant le choléra morbus était plus dangereux que la peste. L'épidémie de 1832 qui eut son origine dans le golfe du Bengale en Inde, déferla dans la capitale de la France entre mars et septembre 1832, dont le foyer le plus meurtrier se situait dans le quartier Saint-Méry près du 4e arrondissement, autour de l'hôtel de ville et distant de la rue de Sèvres à 2800 mètres environ, faisant près de 20 000 morts à Paris soit 3% de la population totale et 100 000 morts sur l'ensemble de notre territoire de France. L'expression française avoir une peur bleue, vient de cette infection bactérienne qui s'appelle le bacille de Gram négatif. C'est également en 1832 qu'un drame dans la vie d'Allan Kardec se produisit, décidément. En effet, le 3 juillet, Jeanne-Louise Duhamel sa mère, s'est éteinte à l'âge de 59 ans au domicile de la rue de Sèvres. Un document que vous pouvez consulter dans les fonds des archives de Paris en code DQ8, 907, acte numéro 795 en page 66 sur 198 est présent au moyen d'un lien web qui se trouve sur notre commentaire épinglé. Maintenant, ce que nous pouvons attendre des spirites, c'est qu'ils nous disent dans un premier temps, de quoi est morte Jeanne-Louise Duhamel, en sachant que le choléra serait peut-être une raison toute simple, mais si les scientologues détiennent une correspondance relatant ce tragique événement, il serait grand temps pour eux de nous en dire plus au nom de l'histoire, mais aussi concernant l'héritage que Jeanne-Louise Duhamel laissa au couple Rivail-Boudet, puisque Denisard Hippolyte Léon fut son seul héritier, il ne faut tout de même pas l'oublier.
Une information supplémentaire étant qu'elle fut enterrée au cimetière de Montparnasse. Il est bien évident qu'à la mort de la mère d'Allan Kardec en ce mois de juillet 1832, le couple Rivail-Boudet avait perdu gros, car Jeanne-Louise Duhamel était leur tête pensante. À partir de ce moment, nous pensons que les époux Rivail furent déstabilisés dans leur vie de tous les jours et un peu perdus. Ils commencèrent à consulter des somnambules et des magnétiseurs lorsqu'ils n'étaient pas sûrs de prendre les bonnes décisions et orientations dans leur vie courante et professionnelle, en toute naïveté. La preuve avec les propos d'Allan Kardec sur ses lettres de correspondance qu'il adressa à son épouse comme celle du 20 août 1841, du 12 octobre 1841, du 23 juin 1842, du 6 juin 1845, que vous pouvez retrouver en ligne sur le site Spirit Progetto Kardec, en conservant toujours dans votre esprit que les scientologues ne produisent pas tous les documents qu'ils possèdent, il faut vraiment le dire. Nous aurons l'occasion de vous reparler de ces courriers un peu plus bas dans cette biographie. Du côté des spirites contemporains à notre époque, toujours par rapport à notre biographie historique, ils sont obligés maintenant de nous restituer un curriculum vitae de Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail, qui sent un peu plus la vérité, parce qu'ils détenaient depuis toujours dans leur tiroir secret, des correspondances de Kardec qui ne peuvent malheureusement pas être mises en ligne dans les archives nationales de France, tout simplement parce que les scientologues les avaient gardées jalousement jusqu'alors, après plus de 150 ans de cachotterie, et aujourd'hui, ils se décident enfin à les livrer timidement au compte-gouttes dirions-nous, mais pour l'instant que sur certains portails spirites. C'est pour cela que les lecteurs de passage en recherche de l'histoire vraie sur Allan Kardec, ont du mal à retrouver ces informations, car il faut chercher au cœur de tout cet océan de différentes tendances spirites et surtout ne pas se tromper de chemin, il faut tout de même le souligner et ne pas avoir peur de dénoncer ces faits qui nous semblent être tout bonnement des actes dans le domaine de la préméditation, nous tenons encore à bien le souligner ici. Le 15 mai 1834 d'après les spirites, entrée d'Allan Kardec comme adhérent cotisant dans l'Institut historique de France, qui avait été créé par arrêté ministériel et le ministre de l'époque de l'Instruction publique François Guizot, ayant pour objet l'histoire en général. Un institut tout nouveau puisqu'il fut fondé le 24 décembre 1833 et constitué le 6 avril 1834, au numéro 1 rue de l'Université à Paris dans le 7e arrondissement, quartier Saint-Thomas d'Aquin, Invalides Gros Caillou, par Joseph Michaud né en 1767 et décédé en 1839, qui fut député de l'Ain, titulaire de la Légion d'honneur, membre de l'Académie française, et par Eugène Garret de Monclave né en 1796 et décédé en 1878, qui fut officier d'état-major, directeur de l'instruction publique du Brésil, membre de la Société de l'Histoire de France, écrivain et journaliste. Cet institut fut reconstitué le 13 mars 1872 et reconnu d'utilité publique par décret du 3 mai 1872. Il était célèbre pour sa revue périodique, L'Investigateur, le journal de l'Institut historique, publication de référence conservée à la bibliothèque de l'Arsenal, qui devint en 1913 la revue des études historiques. Ces statuts furent adoptés le 29 juin 1876. La société était constituée à sa fondation de 12 classes. Le 22 février 1836, devant la difficulté de pouvoir réunir chacune des classes, les statuts révisés le 22 février 1836, réduisirent leur nombre à 4. Les activités de la société cessèrent définitivement en 1957. À noter que Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail qui fut donc, membre du conseil de l'Institut historique, fut nommé en 1835 vice-président de la 4e classe, en l'occurrence dans les domaines de l'histoire des sciences physiques et mathématiques dont le président fut Monsieur Lehaut, ingénieur des ponts et chaussées et le secrétaire fut le docteur Sandras, agrégé à la faculté de médecine de Paris, mais aussi rapporteur du journal de la Société de phrénologie. Kardec avait d'ailleurs profité de sa position de vice-président dans cette société savante,
pour glisser dans le journal de cette assemblée un long article publicitaire concernant son petit institut de Sèvres, qui devait commencer sérieusement à lui coûter beaucoup d'argent, par rapport à la fréquentation et du nombre insuffisant des élèves présents à ce moment-là dans cet établissement pour être viable, d'où son orientation quelques années plus tard vers les métiers de la banque et du négoce que nous allons vous raconter dans le prochain chapitre. Vous pouvez consulter le lien sur notre commentaire épinglé pour votre information, même s'il s'agit visiblement d'une publicité dans le journal de l'Institut historique en date du 1er janvier 1835 que les spirites n'aiment pas trop citer, car ils considèrent les journaux comme étant des écrits satiriques. Allez savoir pourquoi. Un article qui se trouve en page 218 dans la rubrique chronique de ce journal. C'est vrai, un petit coup de pouce publicitaire et gratuit émanant des hauts responsables et têtes pensantes de cet Institut historique de France, à l'intention tout de même d'un vice-président de la 4e classe de cette grande convention à cette époque. Vous pourrez constater sur le lien web, même si ce fut exagéré en matière de propagande comme nous avons pu nous l'imaginer, en rapport avec la réalité, que pour faire fonctionner au demeurant une telle machine rue de Sèvres, il ne fallait pas sous-estimer la trésorerie qu'il fallait posséder, pour faire vivre un tel institut dans sa globalité, et vous l'aurez compris comme nous d'ailleurs. Ceci, pour informer le lecteur de passage, mais aussi l'Illuminati Spirit de base, qui ne sait pas grand-chose de l'histoire d'Allan Kardec. À noter que sur le moteur de recherche Google, en entrant sur le portail du site des sociétés savantes, qui se trouve être de nos jours le Comité des travaux historiques et scientifiques précisément, il existe un moteur de recherche interne qui permet de retrouver un membre qui aurait appartenu à cette organisation savante, mais entre 1804 et 1869, il n'y a pas de Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivaille qui apparaît à l'écran, sous votre contrôle, à l'adresse web que vous pourrez retrouver sur le commentaire épinglé. Une autre information étant effectivement que cet Allan Kardec n'a été membre honoraire et actif dans cet Institut historique de France, uniquement en 1835, et que les années suivantes il ne figure plus dans l'effectif de cette congrégation, ce qui nous laisse supposer que ce personnage était très calculateur et très malin dirions-nous, afin de se faufiler dans ce 19e siècle, et de se placer ainsi en bonne place et uniquement cela. Reste maintenant à savoir si dans les autres sociétés savantes, il a pratiqué de la même façon, ce qui ne serait pas impossible, loin s'en faut. N'hésitez surtout pas à consulter les 2 liens web qui sont sur notre commentaire épinglé, à toutes fins utiles mais également afin que vous vous rendiez bien compte que nos recherches et investigations sont d'une très grande précision, pour la compréhension de la vie et les ambitions de ce personnage dans le Paris du 19e siècle. Le 26 juin 1834, ce fut l'année du décès de son père reconnu en Dordogne. Dans une des innombrables vidéos YouTube, parlant de la biographie de Kardec, les spirites nous disent qu'en 1834 précisément, Rivaille était allé rendre visite à une de ses tantes à Lyon, sans nous préciser laquelle d'ailleurs. Simplement une sœur de Jean-Baptiste Antoine Rivaille, et il a fallu que nous fassions encore quelques recherches en matière de généalogie, pour savoir de qui il s'agissait et en l'occurrence, Reine Rivaille épouse Matevaux. Vous pouvez vous rendre sur le site Progetto Kardec, et consulter les courriers qui sont d'ailleurs très explicites en la matière. En tout état de cause et historiquement parlant, nous voulons clarifier que dans son village perdu de Belvès en Dordogne, dans lequel le père présumé de Kardec Jean-Baptiste Antoine Rivaille résidait depuis 1806 au minimum, pour une ou plusieurs raisons que nous pensions obscures jusqu'à ce que nous vous apportions cette découverte et cette petite précision, qu'il s'était retrouvé à un moment donné dans son existence d'exilé, en compagnie d'une certaine Madame Marie Lavaur, veuve Trémoulet de Lessalles depuis 1807. En effet, il avait habité avec elle aux alentours des années 1810, dans un petit lieu-dit, jouxtant le village de Saint-Martial canton de Dôme en Dordogne, puisque sur un acte de mariage de la fille de cette compagne qui se nommait Jeanne-Joséphine Trémoulet de Lessalles, nous trouvons la signature de Jean-Baptiste Antoine Rivaille au bas de ce document en date du 10 mai 1815, précisément. Par la suite,
Il faut croire qu'entre 1815 et 1834, il s'était passé encore des choses pas très catholiques avec ce personnage, puisque visiblement il s'était à nouveau retrouvé seul dans sa vie, pour la finir dans la ville de Périgueux au moment de sa disparition. Dans des documents d'archives, voilà ce que l'on nous informe en date du 23 janvier 1835. C'est une déclaration des mutations par décès, une succession entre étrangers, extrait. A comparu monsieur Jean Sépard, cafetier, habitant place Tourny à Périgueux, lequel nous a déclaré que le sieur Jean-Baptiste Antoine Rivaille, avocat, est décédé dans cette ville le 26 juin dernier après avoir fait un testament devant monsieur Bellem, notaire en cette ville le 24 novembre 1832, enregistré le 26 juin 1834, par lequel il institue le comparant, héritier, conjointement avec dame Dorothée Élisabeth Brandebourg, son épouse, sans avoir absolument rien laissé. Ayant abusé de la confiance du comparant, en cherchant à lui persuader qu'il était possesseur d'une rente sur l'État, inscrite au grand livre de la dette publique pour une somme annuelle de 1253 francs, tandis qu'il n'en avait que l'usufruit. Le capital appartient à madame Lavore, veuve Trémoulet de Lessal, commune de Saint-Martial canton de Dôme, arrondissement de Sarlat. Se soumettant en cas de fausse déclaration ou omission aux peines voulues par la loi et à signer, monsieur Sépard. Déclaration négative. Arrêté le 23 février 1835. Arrêté le 24 dudit. Quant à la procuration de Jean-Baptiste Antoine Rivaille, que nous avons également en main, c'est un document qui rappelle la déclaration des mutations par décès que nous venons de vous évoquer. Simplement il vous faut savoir que cette pièce officielle, fut établie par devant Jean-Baptiste Bellem et Jérôme Lefond, notaire à Périgueux, en date du 24 novembre 1832 et que vous pouvez consulter sur notre site de généalogie généanet.org, en tapant la case 54, et vous rendre sur les notes consacrées à Jean-Baptiste Antoine Rivaille, père reconnu d'Allan Kardec. Enfin, nous avons des archives en ligne qui parlent aujourd'hui, et nous conduisent à d'évidentes conclusions aussi simples que cela, car la vérité est toute naturelle, voyons. Mais nous vous laissons bien évidemment vous faire votre propre opinion concernant ce nouveau petit rebondissement dans cette famille. De toute évidence, nous avons affaire à un personnage qui a roulé dans la farine son petit entourage, en abusant de la gentillesse et de la confiance des gens qui le choyaient, et comme on dit dans le jargon bien de chez nous, tel père, tel fils. Inutile de vous dire que ceci est une malhonnêteté caractérisée et donc pourrait être comparée à une parfaite préméditation en matière pénale. Décidément cet homme-là fit du mal à toutes les personnes qu'il fréquenta tout au long de son existence. Dans un souci de dire enfin la vérité dans cette biographie depuis plus de 150 ans, les spirites nous informent dans une toute récente conférence vidéo sur le web, que Jean-Baptiste Antoine Rivaille s'était fait passer pour mort en réalité, et nous en concluons bien évidemment qu'il avait déserté de ses obligations militaires dans cette période de guerre. Un drôle de soldat, en plus du reste. Nous revenons sur le personnage d'Allan Kardec et dans un quotidien qui s'intitule Le Censeur de Lyon, les grands chercheurs spirites nous informent d'un article fort intéressant qu'ils ont découvert en ce début de XXIe siècle, concernant Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivaille, en date du 4 mai 1835 sur le numéro 131 en page 3 colonne de gauche, visible sur le lien web qui se trouve sur notre commentaire épinglé. Donc, le 4 mai 1835, conformément à ce qu'il y avait décrit sur ce journal, Rivaille venait d'obtenir l'appellation de lycée polymatique par rapport à son institut de base, ce qui ne voulait pas dire du tout que c'était un titre, mais simplement que dans sa modeste école, il y avait un enseignement varié comme dans bon nombre d'établissements à cette époque, et rien de bien sensationnel en somme. En plus, voilà ce que nous disent les spirites en état de lévitation, dans une vidéo biographique, toujours en rapport avec cet article. Extrait. Une autre découverte qui a été faite en juillet 2021, on savait déjà que Rivaille avait été inventeur et qu'il avait déposé un brevet pour une cuvette siphon mobile en 1855, à l'époque où les égouts étaient construits à Paris,
on voyait les inconvénients des odeurs qui remontaient, et donc en juillet 2021 a été découvert dans le journal qui s'appelle Le Censeur de Lyon, en date du 4 mai 1835 et à cette date il avait déposé d'autres brevets, donc un procédé pour mesurer la vitesse et la direction du vent, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui l'anémomètre, et un autre, un appareil de distillerie qui permet la désalinisation de l'eau de mer, notamment dans les navires pour produire de l'eau potable et buvable par les marins. Nous attendons avec impatience que les grands chercheurs et investigateurs spirites se rendent au plus vite, aux Archives nationales de France pour faire enregistrer sous scellé et faire mettre à jour par des personnes compétentes en la matière, ce qu'ils nous disent concernant ces inventions, mais à moins que le lecteur de passage soit pris une fois de plus pour un naïf sur cette information, dont nous sommes à peu près sûrs que les adeptes Illuminati spirites en état de grâce, sont totalement en communion avec ceux-ci, mais encore une fois mesdames et messieurs les scientologues, ne savez-vous donc pas que l'anémomètre comme vous dites, n'est-ce pas par hasard Léon Battista Alberti né en 1402 et décédé en 1472 qui l'inventa au XVe siècle, et qui fut amélioré par l'anglais Robert Hooke né en 1635 et décédé en 1703. Et pour la désalinisation ou le dessalement de l'eau de mer, n'est-ce pas une vieille invention qui date du temps d'Aristote né en l'an 384 et décédé en l'an 322 avant Jésus-Christ, améliorée par le savant anglais Adélard de Basse né en 1080 et décédé en 1152, par le principe de l'évaporation de l'eau? Par contre on ne voit pas le nom de Rivail sur une quelconque invention dans nos archives nationales de France, homologuée de façon catégorique, et surtout encore utilisée de nos jours, même concernant le siphon mobile dont tout le monde sait que c'est l'anglais Joseph Bramah qui l'inventa en 1778. Sans trop vouloir encore nous moquer une fois de plus ici, nous ne savions pas que Allan Kardec avait été un grand inventeur, en plus d'avoir été un grand professeur très connu dans notre pays, inscrit en lettres d'or dans les archives de l'Éducation nationale de France ou à l'Institut national de recherche pédagogique. Avec à son service soi-disant, les plus grands pédagogues et les plus grands enseignants sur la place de Paris. En plus ce Rivail était un proche du roi Louis-Philippe et de l'empereur Napoléon III. Rivail, une personnalité que tous les Français connaissent très bien d'ailleurs du bout des doigts, sauf pour 99,99% de notre population, et pour cause. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce personnage voyageait beaucoup à travers l'Europe à cette époque, et il était aux premières loges, contrairement à la majorité de la population française qui était très pauvre au XIXe siècle, et de ce fait, elle n'était au courant de pas grand-chose en définitive, surtout bien loin dans sa préoccupation quotidienne de toutes ces inventions qui avaient été créées des siècles auparavant et dont personne ne s'en inquiétait vraiment, même pour ceux qui, dans notre pays de France, imprimaient des articles dans les journaux en 1835, sans vraiment être au courant non plus des éventuelles découvertes, mais seulement en présence de petits malins qui se présentaient à eux avec leurs projets en main, et qui avaient tout simplement pillé dans des ouvrages ou dans des pays voisins, ce que d'autres avaient inventé avant eux. Le 10 juillet 1835, entrée d'Allan Kardec comme membre adhérent dans la Société des sciences naturelles de France créée en 1666 par Jean-Baptiste Colbert, né le 29 août 1619 à Reims et mort le 6 septembre 1683 à Paris, qui était à partir de 1665 un des principaux ministres de Louis XIV, en tant que contrôleur général des finances, secrétaire d'État de la Maison du Roi et secrétaire d'État de la Marine, pour la petite histoire sur l'origine. En fait elle portait le nom précis d'Académie des sciences nommée Académie royale des sciences en 1666, faisant partie intégrante des 5 académies regroupées au sein de l'Institut de France. Elle a toujours cours de nos jours. Ce qu'il vous faut savoir, étant que n'importe qui, ne pouvait pas rentrer dans cette grande maison. Il fallait être recommandé et bourgeois reconnu dirions-nous, et l'histoire nous apprend que celui qui faisait partie de cette société dite savante touchait des indemnités importantes. Nous comprenons mieux aujourd'hui pourquoi Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail en faisait partie. Mais il y a mieux. Au moment où Allan Kardec intégra cette société, celle-ci était sous l'influence de M. François Arago que Rivail connaissait en tant que notable, mais pas seulement.
En effet, ce monsieur Arago, qui était physicien et astronome de formation, fut un héros de la guerre d'Espagne en 1809, ce qui lui permit de devenir membre de l'Académie des sciences. Il fut directeur de l'Observatoire de Paris, mais un homme politique influent, puisque conseiller général du département de la Seine depuis 1830, une des figures du Parti républicain pendant la monarchie de Juillet et député des Pyrénées-Orientales en juillet 1831 précisément. Le plus surprenant, c'est qu'il fut pendant les Trois Glorieuses, c'est-à-dire entre le 27 et le 29 juillet 1830, colonel de la Garde nationale, dans laquelle fut nommé caporal, Allan Kardec en personne, pendant la conscription de son service militaire et qu'il connaissait vraisemblablement. Un corps d'armée, nous vous le rappelons, sous le haut commandement du général Lafayette, franc-maçon reconnu de son état, puisque tout historien qui se respecte sait que sur son épée était gravé le sigle de la franc-maçonnerie. Nul doute que ce François Arago était lui aussi franc-maçon. Une fois de plus, nous nous posons une question très simple. Est-ce que Rivail n'était-il pas à ce moment-là, déjà franc-maçon, avec de tels contacts que cela? D'après les spirites et parallèlement à ses cours payants d'enseignement ordinaire, Denisard Hippolyte Léon reconnut Rivail mit soi-disant en place à son domicile, des cours gratuits de physique, chimie, astronomie comparée et traduisit des livres allemands et anglais. En recherche d'informations par nos équipes d'investigateurs depuis 2017, mais toujours en vain malheureusement. C'est également à cette époque, nous disent les spirites, que Rivail prêta la jolie somme de 6000 francs à son seul beau-frère, en l'occurrence François-Julien Boudet, né en 1799 et décédé célibataire en 1841. C'est tout de même bizarre car les scientologues nous parlent encore de nos jours d'une famille Rivail et Duhamel, qui n'avait pas d'aisance particulière. Encore une contradiction, décidément. Le 14 septembre 1837, nous retrouvons aux archives des tribunaux de la Seine une affaire d'accusation de faux par supposition de personnes pour l'admission au grade de bachelier en lettres, sous la présidence de Maître Dupuis et dans laquelle un certain Rivail, chef d'institut, fut cité en qualité de témoin, dont les trois mis en cause furent Isidore Barre, professeur de langue latine, Ferdinand Morla, jurisconsulte demeurant à Paris, et Antoine Mariette, répétiteur d'institution. Ce Rivail avait déclaré dans l'instruction écrite que, extrait, Morla lui avait proposé des jeunes gens comme maître d'études, mais qu'il avait refusé ses bons offices, le croyant peu scrupuleux dans le choix des sujets qu'il présentait. Ce qui nous fait penser que ce Rivail-là, était chef d'institut à Paris et donc le personnage qui nous intéresse ici, précisément. L'accusé Morla s'en défendit en disant que c'était une fausse déclaration et que le jeune homme dont parlait M. Rivail avait été recommandé par le père Jean-Nicolas Loriquet, ex-jésuite né en 1767 et décédé en 1845, que Kardec connaissait très bien d'ailleurs, puisque nous vous rappelons que l'Institut de Sèvres était la propriété des Jésuites de France. La Cour avait d'ailleurs prononcé l'acquittement des trois accusés. Dans cette affaire, si d'aventure les spirites possèdent un courrier personnel de Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail dans lequel il aurait évoqué cette citation de témoignage, ce serait la moindre des choses de nous en dire davantage sur le sujet, à la recherche de la vérité, étant donné que les courriers personnels de Kardec, ce sont les scientologues spirites qui les détiennent depuis toujours, et malheureusement ces correspondances ne font pas partie des archives nationales de France, mais sont gardées jalousement par ce mouvement. On se demande bien pourquoi et c'est bien dommage pour l'histoire. Vous pouvez consulter dans le commentaire épinglé les deux liens qui vous mèneront à cette information. C'est également en cette année 1837, que Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail, se rendit à Londres en Angleterre, pour essayer d'aller chercher des élèves étrangers, afin de garnir son institut de la rue de Sèvres, qui était à ce moment-là en grand danger financier. Sans grand succès apparemment. On pourrait penser que c'était dans un souci de ressembler à ce qu'il avait connu lorsqu'il était à Yverdon-les-Bains en Suisse, à une époque dans laquelle il était lui-même étudiant, ou pour une toute autre raison qui serait plus pertinente, étant entendu que pour nous chercheurs et investigateurs, à la lecture de l'un de ses courriers présents sur Progetto Kardec en date du 19 septembre 1837,
cela semblait être une urgence pour lui de trouver des candidats à tout prix, même étrangers, vu la teneur de ses propos dans cette fameuse lettre adressée à sa femme, et nous pensons que les étudiants potentiels de notre pays, se désintéressaient déjà à ce moment-là de son institut parisien, pour différents motifs que nous espérons retrouver peut-être un jour dans les archives nationales de France, ou tout bonnement sur un journal de l'époque et relatif à l'éducation scolaire. En tout état de cause, Rivail avait non seulement du temps mais surtout de l'argent pour voyager ainsi à travers l'Europe si on en croit les informations des spirites. Encore une preuve que cette famille Rivail et Duhamel avait des moyens d'existence autres, que de simples instituteurs de base, qui n'auraient pas pu assurer à eux seuls toute cette intendance, sans une fortune familiale conséquente, et vous l'aurez compris ainsi, comme nous. Surtout dans ce premier tiers du XIXe siècle, si misérable dans l'ensemble, après le désastre des guerres de coalition. Le 19 juillet 1838, Allan Kardec prit sa carte de membre adhérent de la Société de l'Institut des langues fondée à Paris le 28 avril 1837, et dont le président était Monsieur Charles Nodier, né en 1780 et décédé en 1844, écrivain romancier, membre de l'Académie française et bibliothécaire en chef de la bibliothèque de l'Arsenal. On lui a attribué une grande importance dans le mouvement romantique. Il fut bibliothécaire du comte d'Artois, futur roi Charles X, et fut un proche du grand Victor Hugo. Encore une fois, des personnages très importants que tout le monde ne pouvait pas approcher comme cela, c'est évident. Il fallait être soi-même aristocrate, c'est certain. Un membre fondateur de cet institut et bien connu d'Allan Kardec était le grammairien Alex Boniface, son ancien employeur à ses débuts, mais également Monsieur Aîné Marle qui avait créé le journal grammatical et didactique de la langue française en 1826, tous deux membres de l'Athénée et de la Société grammaticale académique. La revue était reparue dans ces dernières années de la Seconde Restauration, placée à la suite du sacre de Charles X, sous l'influence de l'ultracisme, et soumise depuis 1827 aux pressions d'une censure idéologique mesquine, dont le bureau était situé au numéro 21 de la rue Richelieu à Paris 1er et 2e arrondissement, quartier Palais-Royal Vivienne. Toutes ces informations sont bien évidemment consultables aussi bien à la Bibliothèque nationale de France, que sur le web, mais également en salle de lecture dans les différentes archives municipales de la ville de Paris, et sur notre commentaire épinglé bien sûr. Nous espérons que les spirites comprendront enfin que Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail dit Allan Kardec, ne fut pas comme ils nous le décrivent, un personnage qui dut travailler dur pour vivre péniblement nous disent-ils, dans ce 19e siècle avec toutes ces personnalités qu'il côtoya de près comme de loin.